Bonsoir à tous, on va revenir dans un instant sur cette nomination avec notre invité. On va également parler du scandale Uber, les Uber Files avec lui. On lui demandera notamment ce qu'il pense de l'idée de créer une commission d'enquête parlementaire. Et puis on évoquera aussi la baisse des droits d'enregistrement pour ceux qui font l'acquisition d'un bien immobilier. Nous accueillons Sven Gatz, ministre bruxellois des Finances et du Budget. Bonjour Sven Gatz. D'abord une réaction à cette nomination d'El Jalabib et au départ de Sophie Wilmès. Le fédéral gagne une nouvelle ministre, mais la région bruxelloise perd aussi une des coordinatrices du projet de capitale européenne de la culture, Bruxelles 2030. C'est dommage pour Bruxelles ? Un tout petit peu, mais naturellement, Madame Labib, que je félicite, bien sûr, sera sur le terrain comme ministre compétente pour les institutions culturelles fédérales. Oui, donc elle est ministre effectivement des Affaires étrangères, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales, c'est-à-dire la Monnaie, Beaux-Arts, l'Orchestre national de Belgique. Ça concerne beaucoup Bruxelles, évidemment. Vous attendrez quelque chose d'elle dans ce cadre ? Je pense qu'il y a déjà une bonne lancée, surtout les dernières années, des institutions culturelles fédérales, qui étaient un peu comme ça délaissées pendant de nombreuses années. Surtout donc, pendant le gouvernement précédent, quand c'était une ministre NVA qui en avait la tutelle, c'est ça que vous voulez nous dire ? Non, c'était plutôt l'épée de Damoclès de dire est-ce que ces institutions seront un jour scindées, une partie à la Flandre, une partie à la FUEB. Ce n'est plus du tout le cas. Ce sont des institutions assez dynamiques, je trouve, et avec les investissements maintenant au parc du Cinquantenaire, je pense que, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, donc j'espère bien que Mme Labib pourra s'occuper de continuer la bonne lancée. Et de la coopération donc, entre la région bruxelloise et le fédéral avec ces institutions-là. Alors, autre dossier d'actualité, Sven Gatz, ce sont les Uber Files, donc les révélations de la presse autour des pratiques de lobbying assez agressives de Uber pendant les dernières années ou même les années précédentes. Ça vaut une commission d'enquête parlementaire pour vous ou pas ? C'est un peu difficile pour m'exprimer vraiment sans franchise, ou avec franchise plutôt, parce que je suis ministre de l'exécutif, ou membre de l'exécutif plutôt. Donc c'est au Parlement de décider. Mais moi j'ai lu les articles chez vos collègues, particulièrement du soir, et je dois dire, Uber, c'est certainement une entreprise assez brutale. L'éthique est-elle là ou est-ce qu'elle n'est pas vraiment là ? Mais sur les faits concret, je n'ai pas lu vraiment beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Et donc, je me demande bien si une commission d'enquête parlementaire qui a normalement pour objectif de contrôler les autorités publiques et qui maintenant glisse peut-être un peu vers un jugement pour une entreprise privée. Je ne trouve pas que c'est un bon changement de rôle du Parlement. Ça veut dire que quand on apprend que Uber a fait obstacle à la justice, a détruit des preuves par exemple, ou quand Uber a organisé une manifestation qui était censée être spontanée, vous estimez que ça ne relève pas du contrôle du Parlement ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Je trouve que s'il y a des choses qui vont à l'encontre du droit pénal, c'est la justice qui doit intervenir. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est un peu une zone grise, je me demande quel jugement le Parlement aura sur ça. Ce n'est pas le rôle du Parlement de juger le comportement des entreprises privées. Il y a quand même un élément sur lequel il y a eu des articles et qui relève là quand même très clairement du contrôle du gouvernement, c'est les relations entre Pascal Smet, lorsqu'il était ministre de la Mobilité, et le lobbyiste en chef d'Uber. Parce qu'il y a des choses quand même qui ont été rapportées dans la presse. Est-ce que ça, quand même, ça ne mérite pas un contrôle du Parlement ? Ça mérite certainement un contrôle du Parlement. Ceci dit, quand ces relations étaient assez intenses, disons, le lobby n'a pas abouti. Je veux bien vous le dire, ce n'est pas un bon lobbyiste à mon avis. J'ai fait du lobbying aussi pour la bière pendant 3 ans. Et donc maintenant on dit, oui, il se voyait, il se changeait des WhatsApp. Il n'y a pas eu beaucoup de résultats. Et donc, oui, des questions sont certainement pertinentes à cet égard-là, mais perdons pas de vue que ça n'a pas eu vraiment beaucoup de suite. Le fait quand même qu'un ministre échange avec ce lobbyiste des communiqués de presse ou des projets de communiqués de presse avant leur publication, ça ne vous interpelle pas ? C'est partiellement interpellant et bien sûr c'est au gouvernement de s'exprimer. Là je trouve ça tout à fait normal. Il y a eu un débat déjà aujourd'hui au Parlement bruxellois et il y a certainement d'autres questions à ça poser. Veut dire, pour qu'on comprenne bien Sven Gatz, ça veut dire que l'Open VLD, votre parti, soutiendra ou ne soutiendra pas la demande de création d'une commission d'enquête parlementaire ? Mon groupe m'a informé et je pense qu'il n'y aura pas de soutien de notre part parce que il faut comment vais-je dire,
mettre Uber devant ses responsabilités, mais ce sera par la justice et pas par la commission d'enquête parlementaire. Bon, maintenant, s'il y a encore d'autres choses qui sortiront ou qui sortent, on verra bien. Mais pour le moment, je ne pense pas que c'est la meilleure méthode. Et le Parlement, j'ai été parlementaire pendant 15 ans, pendant 16 ans, je ne veux pas qu'il se dégrade en juge d'instruction. Ce n'est pas le rôle d'un Parlement. Alors, je voudrais qu'on parle des droits d'enregistrement. Et donc là, on est dans l'actualité et dans cette législature-ci et dans votre compétence de ministre des Finances et du Budget. Vous étiez venu, c'était dans ce studio, je pense que c'était au mois de mai, présenter une réforme qui entrera en vigueur l'année prochaine, enfin au début de janvier l'année prochaine, et qui va upgrader l'abattement sur les droits d'enregistrement. Donc jusqu'à présent, on ne payait pas de droits d'enregistrement sur les 175 000 premiers euros lors de l'achat d'un bien immobilier. À partir du 1er janvier, ce sera sur les 200 000 premiers euros. Ça aide vraiment des jeunes Bruxellois à acheter à Bruxelles, parce que historiquement, c'est ça l'objectif. Oui, apparemment oui, parce que maintenant il y a une étude donc, de l'IPSA, donc de notre institution statistique, qui est sortie. Et sur les 7000 transactions qui profitent donc de cet abattement, ça veut quand même dire que c'est la plupart des transactions. Et souvent, 9 fois sur 10, ce sont des jeunes gens qui habitaient déjà à Bruxelles et donc qui veulent y rester, qui ont un peu moins de revenus que la moyenne et qui sont souvent aussi célibataires. Ça veut dire que dans ce groupe cible, pour ceux qui ont quand même une certaine peine à acheter quelque chose, on les aide véritablement et on leur donne le premier pas pour le reste de leur vie dans l'immobilier. L'étude de l'IPSA qui est sortie la semaine dernière vous a donc conforté dans la nécessité de ces abattements. Ce que dit l'IPSA aussi, c'est que quand même, quand on quitte Bruxelles, c'est qu'on a entre 30 et 35 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment l'âge un peu charnière, on s'installe dans la vie, on fonde une famille. C'est à ce moment-là où on n'arrive plus à retenir les Bruxellois ? Oui, ceci dit, il y avait aussi dans la même étude que la plupart des acheteurs avaient moins de 36 ans. Donc, ça dépend un peu. Mais oui, il y a des gens qui quittent Bruxelles, mais il y a aussi des gens qui arrivent chaque jour ici pour acheter aussi Il y a un paradoxe, Velgat, c'est que donc ça coûte au budget régional, cet abattement. Je pense que c'est un budget de 30 millions d'euros au budget régional. Mais le paradoxe, c'est que les prix de l'immobilier, eux, ils augmentent quand même. C'est-à-dire qu'au final, l'argent que vous donnez d'une main, vous allez le récupérer de l'autre parce que les prix globalement augmentent et que vous allez quand même encaisser des droits d'enregistrement. Oui, c'est bien, vous avez bien décrit cela. Bon, ceci dit, nous sommes dans un marché libre de l'immobilier et je voudrais bien qu'il se stabilise un tout petit peu. Mais donc ça va rester sur les premières acquisitions et sur les maisons ou les biens de taille moyenne, c'est-à-dire c'est jusqu'à 600 000 euros. C'est bien ça, oui. Donc il n'est pas question que ce soit étendu à tout le monde, cet abattement. Non, parce que ce serait d'abord impayable, et puis quand le budget est sous pression, c'est peut-être pas très juste pour donner aussi des réductions à des gens qui n'en ont pas besoin. Alors, on va terminer cet entretien avec un autre dossier, c'est Smart Move. Vous avez désormais un rapport final de la concertation entre les différentes entités fédérées, notamment la concertation avec la Flandre et avec la Wallonie. Ces deux régions, on s'y attendait, elles ont remis un avis négatif. Ça veut dire que désormais, c'est clair, on oublie Smart Move ? Non, on n'oublie pas Smart Move. On va en discuter la semaine prochaine et probablement également après au Conseil des ministres. C'est-à-dire, on a eu une concertation assez longue, presque 2 ans, avec les autres régions. À un certain moment, il faut terminer aussi cette phase formelle. Mais la porte reste ouverte pour d'études communes ou d'autres formes de concertation. Maintenant, c'est à nous de voir à quel rythme et avec quel objectif on peut et on veut continuer l'opération. Elle n'est pas enterrée. Elle n'est pas enterrée. Non. Mais Sven Gatt, il y avait quand même un rapport du Conseil d'État ou un document du Conseil d'État qui indiquait 2 choses. La première, c'est que vous aviez effectivement la compétence. Quand je dis vous, c'est la région bruxelloise avait effectivement la compétence pour décider de modifier sa taxation automobile. Mais 2, que c'était préférable d'avoir quand même une coopération avec les autres régions. Il n'y aura pas de coopération avec les autres régions. En tout cas, elles auront mis un avis négatif. Vous allez passer outre ? Ça, c'est la discussion du prochain Conseil des ministres. Disons que préférable, certainement nécessaire pour les voitures de leasing. Mais on est à 2 ans de la fin de la législature. Donc il faut aller vite. Et on sait que la dernière année, on est dans des moments électoralement sensibles. C'est-à-dire qu'il faut, si vous devez passer
en force, entre guillemets, et donc ne pas tenir compte des avis négatifs de la Flandre et de la Wallonie, il faut le faire maintenant. Il y a aussi d'autres méthodes pour avancer avec le dossier. Et bon, je ne vais pas dévoiler ce que je propose au Conseil des ministres et que mes collègues voudront bien faire. Donc, il y a aussi des méthodes entre le démarrage direct dans les semaines et les mois qui viennent et le renvoi au calendrier grec. Ouais, ça veut dire qu'on pourrait décider d'un dispositif, mais qui s'appliquerait dans quelques années. Il y a beaucoup de pistes qui sont possibles. J'ai vu juste ou pas. Le principal, c'est qu'on n'abandonne pas ce projet. Donc on n'abandonne pas, ça c'est le message d'aujourd'hui. Oui, à terme, il reste très important pour la région, pour la viabilité de la région. Ça veut dire que même s'il n'y a pas Smart Move, dans les 2 années qui viennent, il y aura des changements dans la fiscalité autorité bruxelloise ou pas? C'est une bonne question, mais ce sera au Conseil des ministres d'en décider. Là, je ne peux pas anticiper sur ce que nous allons dire entre nous la semaine prochaine et les mois qui viennent. Voilà, on a en tout cas entendu que le dossier n'était pas clos et que ça vous a fait sourire. Merci d'avoir été avec nous